Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur un projet de programmation. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va apprendre à coder le jeu de la vie. Alors le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une sorte de simulation de vie, de petite vie, de cellules, de vie de cellules, qui a été créée par un mathématicien qui s'appelle Conway. Alors, hop, ce jeu, en quoi est-ce qu'il consiste? Enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une simulation. Mais bon, on va dire que c'est un jeu vu que c'est son nom. En quoi est-ce qu'il consiste ce jeu? Eh bien déjà, vous avez une grille de départ, ok, ici il y a 54 cases, qui est constituée de cellules mortes, qui sont les cellules blanches, et de cellules vivantes, qui sont les cellules noires. Ok. Ouais, on les appelle les cellules, vu que le jeu s'appelle le jeu de la vie, on va un peu simuler la vie des cellules, du coup on appelle les cases vivantes, entre guillemets, des cellules. Ok. Enfin, on appelle les cases de la matrice, toutes les cases comme des cellules. Mortes ou vivantes. Donc ici, sur le schéma, les mortes sont les cellules blanches et les vivantes sont les cellules noires. Alors, c'est quoi les règles du jeu? Eh bien, déjà, on part d'une configuration de départ, pardon. Ici, on a 4 cellules vivantes et 50 cellules mortes. Et à partir de deux règles totalement connes, eh bien, on va les faire évoluer au cours du temps. Alors, quelles sont ces règles? Alors, première règle, Euh, si une cellule vivante possède deux ou trois cellules voisines qui sont vivantes, elle reste vivante, sinon elle meurt. Ça, c'est la première règle. Donc on peut regarder avec cette cellule-là, on regarde toutes ses voisines, ici, où il y a des petits 1, et on compte le nombre de cellules vivantes qui fait partie de ses voisines. Ici, il n'y en a pas. Elle n'a pas de cellules vivantes, du coup, cette cellule-là, au prochain tour, disparaîtra, elle va mourir. Si elle n'a pas deux ou trois cellules voisines qui sont vivantes, la cellule meurt. Par contre, cette cellule-là au centre, elle a une cellule vivante à gauche, une cellule vivante à droite, c'est-à-dire qu'elle en a deux. Et vu qu'elle en a deux, elle peut survivre. Par contre, celle-ci, elle n'a qu'une seule cellule voisine qui est vivante, du coup, elle mourra. Pareil pour celle-ci. Alors, la prochaine règle, là, on va prendre en compte les cellules mortes. Toutes les cellules mortes qui ont trois voisines exactement prennent vie. Donc par exemple, si on prend cette cellule-là, elle n'a aucune cellule vivante, du coup, elle meurt. Enfin, elle reste morte, quoi. Euh, Par exemple, la cellule ici, elle a deux cellules voisines qui sont vivantes, du coup, ben, elle reste morte, ce n'est pas trois. Par contre, celle-ci et celle-ci, eh bien, elles ont toutes les deux des cellules voisines, elles en ont trois, qui sont vivantes. Du coup, à la prochaine génération de la grille de cellules, eh bien ces deux-là vont survivre. Ok. C'est totalement con comme jeu, c'est vraiment débile, c'est des règles à la con. Mais à partir d'une configuration quelconque, on peut avoir des méga configurations, je vais vous montrer juste après, qui peuvent donner des trucs assez funky. Je vais vous montrer deux petits exemples. J'ai programmé le jeu de la vie, hop, en Python. Une première fois en Python avec un algorithme assez lent. Hop, voici. Alors on a une grille. Je vais enlever ça parce que ça pique les yeux. On va placer des cellules, la configuration qu'on a eue au début, et la petite cellule toute seule. Je vais lancer le processus, hop, et voilà. On voit bien que la cellule ici est morte, et celle-ci, elle continue à bouger, parce que la configuration ici, c'est une configuration infinie. Hop. Pourquoi? Eh bien, on a vu ici, avec cette configuration-là, pardon, ça donnait une cellule vivante là, une cellule vivante là, celle-ci reste, ces deux-là disparaissent. Et du coup, ça donne exactement le même schéma, sauf qu'il est à la verticale, et du coup il va se répéter, cette cellule-là qui va devenir vivante, celle-là aussi, celle-là qui va rester, ces deux-là qui vont partir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour vous montrer qu'on peut arriver à des configurations juste exceptionnelles, hop, je vais vous montrer le programme que j'ai fait, mais en C++ cette fois-ci. Hop, mode random, les cellules blanches sont les cellules vivantes dans ce cas-ci, et les cellules noires sont les cellules mortes. Je lance, et hop là, ça donne des trucs assez zouli. Et là c'est plus rapide parce que déjà c'est du C++ et j'ai utilisé un autre algorithme, qu'on va voir évidemment. Hop, la librairie graphique en moins. Voilà, ça donne des petites configurations assez sympas, on voit parfois comme des petits vaisseaux, ça s'appelle les planeurs, il y a plein de configurations,
des configurations qui ne bougent pas, parce qu'elles sont stables, etc., etc. Il y a plein de trucs, on peut faire des canons, c'est exceptionnel comme truc. Ok, alors, donc ça c'est fait. Je vais enlever. Hop. Donc du coup, voilà. Ça, c'est le jeu de la vie. Deux règles à la con, je les rappelle. Si une cellule vivante a 2 ou 3 voisines vivantes, elle le reste, sinon elle décède. Et si une cellule morte a 3 voisines, pardon, elle se met à vivre. Voilà. Donc ça c'est fait, on peut quitter. Je vais regarder le schéma, ce sera pratique après pour illustrer les algorithmes. Je vais prendre mes notes à côté parce que retenir tout l'algorithme par cœur, oui, je crois que je l'ai retenu par cœur, mais bon, au cas où je faisais une erreur d'optimisation, il vaut mieux avoir le bon code à côté que j'ai fait évidemment moi-même. Je vais vous montrer deux algorithmes différents, mais je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est les meilleurs, bien évidemment. Je n'ai pas non plus essayé pendant une semaine de trouver le meilleur algorithme possible. Je n'ai passé que le week-end, les 2 jours d'avant. Et je vais vous en montrer deux. J'en ai même fait un troisième qui est celui que je vous ai montré sur le C++, avec la librairie graphique. Je vous l'expliquerai, mais je vous le montrerai pas, sinon ça prendra trop de temps. Mais il est fort similaire au deuxième que je vais vous montrer. Ok, bon. Alors, comment ça va se passer? Alors, je vais vous montrer le résultat qu'on va avoir avec le langage C. On va utiliser le langage C, ce langage pour le moment que j'ai montré sur la chaîne. Hop, oups, alors, où est-ce que j'ai mis ça? Il est là. Hop, voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà. On va voir plus ou moins ce truc-là. Ça va être du terminal pur, hein. On va pas utiliser librairie graphique par raison de facilité pour vous et pour moi. Donc, voilà à quoi on va arriver à la fin de cette vidéo. Hop. Alors oui, parfois il y a des petites coupures, mais ça c'est normal, c'est le terminal. Hein. On utilise la fonction clear qui est assez pas propre, disons. Mais bon, ça c'était pour avoir un petit rendu visuel assez sympatoche. Il est plus lent que si on le faisait par librairie graphique par contre, avec le C++, ça m'étonnait que ce soit aussi rapide. Enfin bref. Donc c'est parti, on va tout faire en terminal, vous n'aurez pas besoin de télécharger de librairie graphique, c'est vraiment pour vous montrer l'algorithme, comment ça fonctionne. Ok, bon. Hop, je prends mes notes. Donc vous l'aurez compris, on va partir, on va créer tout l'algorithme sur base d'une grosse matrice, enfin d'une grosse matrice, ça dépend, vous lui donnez la taille que vous voulez. Et cette matrice-ci, on va lui donner, pour l'exemple, ici on va lui donner un nombre de lignes égal à 80 et un nombre de colonnes égal à 180. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Du coup, c'est parti. On va commencer à coder. On va initialiser nos petites constantes. Hop, donc ml, ça va être le maximum de lignes. Donc le nombre de lignes en gros. On va mettre à 80. On va faire des petites constantes, hein, on va pas faire des define. Et le nombre de colonnes maximales, on va mettre 180. Ok. Alors, j'avais dit qu'on avait besoin d'une matrice. Et on va considérer, je reprends le schéma, alors on va faire beaucoup de sauts comme ça. On va considérer chaque case comme un octet, qui va prendre la valeur 0 si la case est morte, si la cellule est morte, et 1 si la case n'est pas morte. Hop. Voilà, voilà. Du coup on va créer une matrice de char, un seul octet par case. La matrice on va l'appeler matrix, hop. Voilà, pour faire clair. Qui va avoir un nombre de lignes égal à ml, on l'a défini juste au-dessus, et à mc. Et on va initialiser toutes les cellules à 0. Là par contre, ce qu'on peut faire, on va créer une petite énumération dead alive. Je rappelle une énumération, ça sert à quoi? À définir des constantes proprement, soit faire de define ou de const comme ceci. Sachant que la première constante définie vaut 0, la deuxième sera incrémentée par rapport à celle d'avant. Du coup, ceci vaudra 0 et ceci vaudra 1. Et vous pouvez bien évidemment changer les valeurs comme bon vous semble. Enfin bref, là on n'est pas dans un cours. Ici, on va voir un petit algorithme bien sympatoche. Ok, donc là on a notre matrice. Alors je regarde si je n'ai rien oublié. Hop, elle est à 0. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une fonction qui va permettre d'afficher la matrice. On va déjà commencer par faire ceci. Hop. Ah oui, quand je ne fais rien, c'est que je regarde quand même mes algorithmes pour être sûr de ne rien manquer en termes de fonction, ce serait con.
Alors, on va créer une fonction. On va l'appeler printMatrix. Voilà, qui va prendre en paramètre notre matrice. On va aller par pointeur. On va y aller en mode gros barbare. On va lui donner la taille de notre matrice. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré sur le terminal, il y avait j'affichais les limites de la carte. Ça, on va tout faire dans cette fonction ici. Ok, donc on va afficher les petits traits pour délimiter le dessus. Alors, la fonction d'affichage n'est pas très intéressante, hein, mais bon, il faut bien la faire, il faut y passer. Hop. Tant que i est plus petit que le maximum de colonnes, plus 2, parce qu'il va falloir faire les coins, étant donné qu'il va y avoir aussi la limite verticale, qui va prendre 2 cases. Et si on veut pas de décalage, il vaut mieux faire les coins. Par cellule qu'on va afficher, on va afficher par 2 caractères. Du coup, les traits, on va en mettre 2 à la fois. Hop. On prendrait juste après, évidemment, pour l'affichage. Bon, ça, c'est pas la fonction la plus importante. Hop. Mais bon, faut bien la faire. Donc là, on va afficher toutes les cellules. Yops. Alors, à chaque ligne qu'on commence, eh bien, on va afficher une limite verticale à gauche avec un espace, parce que je rappelle qu'on prend 2 caractères par unité qu'on va afficher. Hop. Alors je déclare oui mes variables, directement dans la boucle, mais bon, ça ce n'est pas très important. Alors, ici, on va parcourir la matrice, hein, c'est pour ça que je prends ML et MC et pas MC plus 2, parce que là, c'est pas de l'affichage de limite. Hop. Et là, on va afficher des couleurs, du coup, les cellules vivantes, si la case correspondante vaut bien 1. Alors là, on va faire par pointeur. Donc je rappelle que notre matrice M, c'est un pointeur qui va pointer vers une grosse case mémoire, enfin une grosse zone mémoire où il y aura toutes nos cellules. Hop. Alors, si je vais faire un petit calcul, je vous expliquer pourquoi, si jamais on n'avait pas compris ce système-là. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je dis, ok, va me chercher la case qui correspond à la ligne I et à la colonne J. Pourquoi je fais M plus I fois MC plus J? Parce qu'ici, on est par pointeur. Du coup, ici, c'est comme si on manipulait un simple vecteur, en gros. Et du coup, ici, on va prendre par le petit schéma, je fais M. Donc M correspond à l'adresse de la première case, qui est ici. Je fais M plus I fois MC. MC, c'est quoi? C'est le nombre de cases sur une ligne. Et imaginons I qui vaut, le numéro de la ligne, I vaut 2, et J vaut 3. Ça veut dire que I vaut 0, 1, 2 ici, et J vaut 0, 1, 2, 3. Donc on devrait être ici. Ce qui veut dire que on fait M, donc la première case ici, l'adresse de la première case, plus 2 fois, plus 2 fois MC, qui vaut 9 si je ne m'abuse, oui, qui vaut 9. Donc c'est plus 2 fois ceci. Donc en gros, on arrive là, vu qu'on skip les deux, plus 3. 1, 2, 1, 2, 3. On arrive bien à notre case ici. Donc là, il faut bien faire attention. Je n'ai pas pris la peine de faire par matrice directement. Là, j'y suis allé par pointeur. Maintenant, si vous voulez, ceci correspond à ceci. Voilà. Plus simplement, c'est comme ça. Ok. Donc si on tombe sur une case qui est vivante, on va afficher un caractère. Hop, mais on y allait par 2 cases, je rappelle. Alors, vous avez vu dans ma démonstration sur le terminal que moi, c'était pas des caractères à proprement parler, c'était des couleurs. Alors, moi je suis sur macOS avec le noyau GNU Linux et tout le bordel, c'est plus proche de Linux que Windows. Je sais bien qu'il y a des caractères très spéciaux qui permettent de mettre des couleurs, je ne sais pas s'ils existent sur Windows, du coup vous pouvez essayer, ou alors si ça ne marche pas, vous ferez avec des caractères. Mais moi je vais mettre un caractère spécial. Je ferai une vidéo sur ces caractères là aussi. On l'appelle 105M, on prend 2 espaces. Hop, voici. Alors là, qu'est-ce que ça fait vite fait? Il va aller chercher une couleur, un caractère,
qui est dans le code 105, qui a le code 105. Et ce caractère-ci, c'est quoi? Bah, c'est le background, en gros, qui est rose, comme vous l'avez vu dans la démonstration. Ça, on verra juste après. Et ça va mettre tous les caractères suivants jusqu'à ce qu'il tombe sur ce caractère-là, va être rose, en fait. Et ça fera comme s'il affichait des petites cellules carrées. Ok. Alors, la fonction d'affichage, elle est chiante, hein, mais il faut bien y passer. On l'a presque fini. Dans le cas où on trouve une cellule morte, on affiche du vide. Je rappelle, 2 caractères, encore une fois. Hop, et une fois qu'on a terminé une ligne, on n'oublie pas de passer à la ligne et on met la petite limite à afficher. Ok. Alors, donc maintenant, on affiche les limites du bas, horizontale du bas, voilu, sans oublier le petit retour à la ligne. Ok, voilà, en gros, là, on a l'affichage de notre matrice. Hop, on va mettre l'adresse de la première case. Voilu, et les limites. Et la taille de notre matrice, j'ai bien commencé par L, oui. Ok, bon, là on a un affichage de notre matrice, normalement si tout s'est bien passé, alors oui, vu que c'est assez grand, on va dézoomer, voilà. Donc là on a bien notre petite zone où nos cellules pourront évoluer. Voilà. Ok, donc ça, algorithme pas très intéressant, il fait pas partie de l'algorithme du jeu de la vie, évidemment. Ça c'est juste un truc d'affichage. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir une boucle infinie. Hein. On l'arrête, quand on arrête le programme, on va faire CTRL-C pour l'arrêter, on va pas se faire chier. Hop. Donc on va faire une boucle infinie, tant que 1. Hop, voilà. Et ici, on va s'amuser à updater la matrice et à l'afficher. Hop. Voilà. Donc là, on va s'amuser à afficher la matrice en continu et à la modifier pour qu'elle rentre dans les configurations avec les règles qu'on a vues tout à l'heure. Donc en plus ici il y aura une fonction update qui va mettre à jour la matrice, mais il ne faut pas oublier de rafraîchir l'écran parce que sinon ça va donner un truc comme ça. Hop, et ça va défiler comme ça, c'est chiant. Du coup ce qu'on va faire c'est un rafraîchissement de l'écran, comme il y a dans les vrais jeux vidéo graphiques. Sauf qu'ici c'est en terminal, du coup c'est moins drôle. Alors, il y a une fonction qui s'appelle système qui permet de rentrer des commandes. Et il y a une commande sous macOS et Linux, je vais vous montrer celle pour Windows après, qui s'appelle clear. Alors on va faire voilà comme ça, qui s'appelle clear et qui va effacer tout ce qu'il y avait au-dessus pour revenir à un écran vierge. Okay, et on va clear notre espace et réafficher la matrice juste après, ce qui nous donnera l'impression que les images vont évoluer dans le cours du temps. On n'aura pas l'impression qu'il fait un clear à chaque fois. Alors, donc sur GNU Linux, macOS c'est un clear et sur Windows c'est un CLS. D'accord? Voilà. Alors, système, chaîne de caractères, on met clear sur Mac. Je vais le mettre juste à côté pour voir ceux de Windows. C'est système CLS sur Windows. Voilà. Là, logiquement, ça devrait être un peu plus fluide. Enfin, un peu plus joli. Voilà. Donc là, on a l'impression que ça ne bouge pas, alors que bon, on voit parfois des trucs qui sautent, hein, c'est parce que c'est juste un peu trop rapide. Mais c'est déjà plus agréable. Et alors oui, pour faire le CTRL-C, c'est un peu galère. C'est pour ça qu'on va essayer de diminuer la vitesse du défilement de l'écran. D'abord, ce sera beaucoup plus agréable. Alors, sur Windows, il faut que vous incluez, on va utiliser une fonction d'attente. Sur Windows, c'est windows.h, il me semble. Moi, évidemment, je ne l'ai pas. Et vous aurez une fonction qui va s'appeler sleep en majuscule. Je ne sais plus si elle prend une valeur. Je ne sais plus si c'était des secondes ou des millisecondes. Ça, je ne sais plus, il faut tester. En gros, vous avez un temps dedans et il va endormir votre programme pendant un certain temps. C'est soit S en majuscule, soit en minuscule, ça vous testez. Et sur GNU Linux macOS, ça s'appelle unistd.h pour Unix Standard. Ok. Et là, on va avoir une fonction. Moi, j'aime bien utiliser, on va la mettre à la fin de la boucle, usleep, qui va prendre des microsecondes
Du coup, on va mettre, allez, on va mettre 10 000 microsecondes d'attente entre chaque rafraîchissement de l'écran. Voilà, c'est comme ça, on aura plus de facilité à faire le stop. Voilà, ça va plus vite. Okay. On va même mettre, non, je crois que c'est bon, 10 000. Ok. Voilà, donc là, on a mis notre petit canevas en place. On va pouvoir commencer le vrai algorithme. Alors, on va créer la fonction update. On va en créer deux, un pour chaque algorithme que je vais vous montrer, mais d'abord on va faire le tout con, le tout simple. Update, on va l'appeler update v1 pour version numéro 1, qui va prendre en paramètre une matrice, et aussi une nouvelle matrice, je vais vous montrer pourquoi. On va l'appeler la matrice bis, on va mettre les dimensions, voici, voilà, j'ai oublié le int, voilà, alors, on va créer une deuxième matrice, je vais vous montrer pourquoi, avec le schéma, ce sera plus parlant, on va l'appeler bis, voilà, de même taille que notre matrice ici. Alors, pourquoi? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est parcourir chacune des cellules, dans le sens de gauche à droite et du bas vers le haut, du haut vers le bas, pardon. On va parcourir chacune des cellules, et pour chaque cellule, on va chercher ses voisines. Pour chaque cellule, on va chercher ses voisines. Donc celle-ci, elle n'en a que 3, en faisant attention de ne pas dépasser dans les limites. Des limites, hein. Ça, c'est une petite difficulté en plus. Donc on va parcourir chacune des cellules, comme ceci. Ok. Et une fois qu'on sait si la cellule va mourir ou pas, on va placer sa valeur dans une matrice bis. Pourquoi? Parce que si on place la nouvelle valeur dans la matrice courante, eh bien lorsqu'on vérifiera l'état de la prochaine matrice, de la prochaine cellule, eh bien on prendra en compte le mauvais état de la cellule, l'état de la cellule modifiée qui a déjà été updatée. Alors que nous, ce qu'il faut, c'est l'ancienne matrice. La matrice, il ne faut pas la nouvelle matrice, il ne faut pas les nouvelles cellules, il faut prendre les anciennes à chaque fois. Ok. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir une matrice bis. La matrice bis va contenir les nouvelles cellules, les cellules qui ont été updatées. Et à la fin de la fonction, on recopiera, une fois que toutes les cellules auront été traitées, on recopiera cette matrice-ci dans la matrice M. Et ensuite, on réaffichera M, etc., etc. On continue jusqu'à ce qu'on décide que le programme s'arrête. Voilà, voilà. Alors, bien commençons, on va parcourir chacune des cellules. Donc ça, c'est classique. Plus. Donc là, on parcourt les lignes. Ensuite, on va parcourir les colonnes. Voilà. Et puis, on va dire, ok, la matrice dans la matrice bis, à la ligne I, à la colonne J. Alors, je rappelle, je vais quand même le mettre à côté, ce sera plus clair. Au début, j'avais du mal aussi à faire par pointeur. Ceci, c'est comme si vous faisiez comme cela, si vous mettez par matrice directement. Je rappelle par matrice, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. M, et vous mettez une constante, je ne sais plus ce qu'on avait mis, 80, 180, je ne sais plus. En gros, vous mettez la taille de vos bazars, et vous pourrez les passer tels quels et les utiliser par crochet. Mais bon, ça en général, on ne fait pas, on fait soit par pointeur, ou soit vous les mettez dans une structure de données, ou vous leur indiquez dans la structure aussi le ML et le MC. Je rappelle, c'est le maximum de lignes et le maximum de colonnes. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Il faut déjà avoir des notions quand même en langage C pour pouvoir coder ce genre de trucs. Pas des grosses notions, hein, c'est les vecteurs et les pointeurs principalement. On verra pas de structure dans cette vidéo là. Okay. Ni de l'échelonner ou tous ces trucs là. Alors, ici on va donner le nouvel état de la cellule correspondante et le stocker dans la matrice bis de copie en gros. Alors, donc la cellule correspondante, enfin la cellule correspondante dans cette matrice-là, dans la matrice bis, va être égale à quoi? Au nouvel état de la cellule correspondante dans la matrice M. Et on va faire une autre fonction juste après. On va l'appeler update cell. Voilà. On va lui renseigner notre matrice M et l'indice et le lieu, l'endroit de notre cellule.
Ok, on va la définir juste après. Pour qu'elle puisse regarder, cette fonction-là va regarder combien de voisins vivant à la cellule de coordonnées IJ, et retourner 1 si la cellule doit vivre, pardon, et 0 si la cellule doit mourir. Et du coup, mettre ces valeurs-là dans la cellule de copie, dans la matrice de copie. Voilà, voilà. Ça, bah voilà, ça c'est le premier algorithme, il est tout pété, il est tout con. Ensuite, dans la même fonction, ce qu'on va faire, c'est recopier la matrice bis dans la matrice M pour pouvoir mettre à jour par après. Parce que je rappelle, ce qu'on affiche, c'est pas la matrice bis, c'est la matrice M. Donc une fois que toutes les cellules sont traitées, on va recopier la matrice bis dans la matrice M. Donc là c'est pareil. Hein. Hop. Donc J est plus petit que MC, J++, voilà, c'est toujours la même boucle à faire. Il faut les deux mêmes boucles. Ce qu'on va dire, c'est dans M de coordonnées I, J, tu vas mettre la valeur bis correspondante. Voilà. Premier algorithme terminé. Celui-là, il est très très court. Maintenant, on n'a pas encore fini, il y a encore ça à faire. Évidemment, c'est ça le plus important. Mais bon. Donc là, on a l'update. Et on va pouvoir même le mettre ici. Si on va oublier de l'appeler, je me connais. On lui renseigne notre matrice. Et aussi la matrice de copie. Sans oublier les mensurations. Voilà. Le main est terminé, déjà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le update cell, qui sera commun aux deux algorithmes que je vais vous présenter. Alors, je prends quand même les notes à côté pour être sûr de rien oublier. Ok, c'est bon. Alors, cette fonction va retourner un char, un seul octet, vu qu'il faut juste qu'il retourne soit 1, soit 0. On va l'appeler, ah oui, le nom est déjà donné, update cell. Alors, qui prend en paramètre, encore une fois, un char étoile, pour un pointeur vers le premier char de la matrice, pour pouvoir accéder aux autres ensuite. Hop, on va l'appeler const, on va le mettre en constant vu qu'on va pas les faire modifier. La position de la cellule dont on veut connaître le nouvel état, on va l'appeler position I, pose, et J pose. Ok. Alors j'ai oublié un truc, on va peut-être mettre les mensurations aussi, pour pouvoir faire des vérifications. Oups. Je vais montrer pourquoi. Donc ml const int nc. Voilà. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on va calculer le nombre de voisins de chaque cellule. Du coup, il nous faut une variable qu'on va appeler nb, qu'on initialise à 0. Et au passage, on va mettre le petit compteur habituel. Alors, prenons le schéma, parce que c'est ici que ça va devenir intéressant. Prenons cette cellule-là, par exemple. Alors, on a déjà, disons, parcouru tout ce tableau-là. On arrive à cette cellule, et on veut calculer son état. Du coup, on lui passe, les coordonnées par exemple, de cette matrice ici à notre fonction. Et cette fonction-là va regarder chacune des cellules ici et calculer le nombre de voisins de celle-ci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un compteur i qui va démarrer à la ligne au-dessus pour pouvoir commencer ici, et un j qui va démarrer à la colonne de gauche. Donc en gros, on va démarrer ici. Mais si jamais ceci s'est dépassé, comme si, imaginons, on veut tester cette cellule-là, si on veut prendre sa cellule au-dessus à gauche, on ne peut pas. C'est hors de la matrice. Et si jamais on fait ça, il y a de grandes chances qu'on ait un segmentation fault, un accès illégal à la mémoire, et ça va faire planter le programme. Et ça, c'est pas bon, il faut éviter ça. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Eh bien, on va quand même dire, ok, démarre le i à la position de notre cellule, -1, pour pouvoir accéder, donc on est ici, accéder à la ligne du dessus. Hop. Donc, et fait parcourir le i jusqu'à ce que i soit égal à i pose plus 1, i plus plus. Pourquoi i pose plus 1? Parce qu'on va aller jusqu'ici. Soit i pose
donc i pose qui est la ligne ici, plus 1 c'est ici. Il faut aller au moins jusque là, jusqu'à cette ligne là. Et c'est pareil pour le j, sauf que c'est à la verticale. Ok. Mais vérifie quand même que tu ne dépasses pas des limites. Du coup on dit, dans le cas où i est plus grand ou égal à 0, et que i est plus petit que ml, donc faut pas qu'il dépasse non plus par là, ce serait con quand même qu'il dépasse là et qu'il y ait une erreur. Du coup, il faut que i soit compris entre 0 et ml, 0 inclus évidemment. C'est la première case, on commence à compter à 0, je le rappelle. Alors, si cette condition est remplie, ça veut dire que, ok, tu es dans les bornes pour i. Eh bien, on fait pareil pour j. C'est exactement la même chose. Pour j est égal à j pose moins 1, tant que j est plus petit ou égal à j pose plus 1, j++, hop. Eh bien, tu retestes les bornes, j, si j est plus grand ou égal à 0, hop, et j est plus petit que mc, cette fois-ci pas ml, vu que là on est dans les colonnes, et bien ça veut dire que tu es dans les bornes. Et là, si tu arrives à rentrer jusque là, c'est-à-dire que la cellule que tu veux vérifier est bien comprise dans la grille que tu as définie auparavant. Alors, maintenant, une autre condition à vérifier, c'est on va quand même pas vérifier l'état de cette cellule-là. On n'en a pas besoin. On ne veut pas la calculer en tant que voisin. Du coup, ce qu'on va faire, on va dire, ouais, si jamais tu tombes sur cette cellule-là, lorsque tu vérifies, parce que je rappelle, nos boucles à ce stade-ci font ça, elles vont là, là, et là, elles parcourent les 9 cellules, sauf qu'on va en parcourir que 8, que les voisines. Du coup, on dit, si i est différent de i pose, ou que j est différent de j pose, ça veut dire que tu n'es pas dans la cellule dont tu veux calculer le nouvel état. Ok. Parce que dans le cas où les deux sont égales aux coordonnées de la cellule dont on veut connaître l'état, eh bien ça ne rentrera pas. Ok. Ensuite, eh bien, on a passé toutes les vérifications. C'est un peu long, mais bon, il faut le faire. On regarde si la cellule voisine sur laquelle on est tombé vaut 1. Si elle est vivante, eh bien, on incrémente le compteur de voisins. NB pour neighbor en anglais, évidemment. Ok. Donc là, on regarde la cellule courante. Donc, si live, donc si elle est en vie, eh bien, on incrémente le petit compteur de voisins. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder, du coup, on va traiter le nombre de voisins, voir si la cellule dont on veut connaître l'état peut vivre ou mourir. Hop. Alors, donc, je rappelais, dans le cas d'une cellule qui est vivante, si elle a un nombre de voisins qui vaut 2, ou qu'elle a un nombre de voisins qui vaut 3, je retire juste ma prise, voilà, eh bien, tu peux return l'état en vie. Elle peut être en vie. Dans le cas contraire, elle meurt. Voilà. Je rappelle, ceci vaut 1 et ceci vaut 0. Si jamais la cellule est morte de base, on dit, si elle a 3 voisins, eh bien tu la refais revivre. Dans le cas contraire, tu la tues. Voilà. Là, on a terminé le update cell. Et normalement, on a tout fini. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que notre matrice là, c'est bien beau, mais il n'y a aucune cellule dedans. S'il n'y a pas de cellule, bon, on ne peut pas trop voir ce qui se passe. On va quand même vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, petit return. Voilà. Sinon ça ne marchera pas. Ok. Voilà, donc ça n'a pas l'air de planter. C'est déjà ça. Hop. Maintenant, on va créer des configurations et les afficher.
Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ouais, on peut essayer de faire une fonction. On va l'appeler cette matrice. Qui va prendre en paramètre notre matrice, ses dimensions. Hop. Ensuite, une autre matrice. En gros la matrice ici que je vais définir. Char étoile, on va l'appeler S. Donc cette de taille const int m SL, on va l'appeler const int SC pour le maximum de lignes, maximum de colonnes de la matrice S. En gros, cette matrice-là, on va essayer de la stocker dans ML. Ça va être notre matrice de configuration. Je m'explique. Hop. On va appeler S. Imaginons, on va faire une matrice 9,9. Et là-dessus, on va mettre toutes les configurations que l'on veut. Et par exemple, première configuration qu'on va faire, on va faire la petite configuration qu'on avait vue tout à l'heure. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Rappelez avec les 3 petites cellules vivantes. Et si ceci marche, eh bien, on aura réussi le défi. Ok. Non, c'est du 3, 3. Voilà. Ok. Et en gros, cette matrice-là, on veut la mettre dans la matrice M. Parce que ici, il y a tellement de cases qu'on va pas savoir tout écrire à la main, chacune des cases. Du coup, on va partir d'une plus petite et la stocker dans la matrice. Donc, on va stocker char S dans la matrice à une certaine position. X, Y. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va parcourir. Alors, ce qu'on veut, c'est stocker S dans M à partir d'une certaine position X et Y. Alors, imaginons, voilà, on a notre matrice qu'on définit S ici, c'est ceci. À la base, tout est vierge ici. La matrice M est vierge. Et ceci, c'est notre matrice S. Et on veut stocker, je sais pas, on va essayer de mettre ceci, par exemple ici. D'accord? Le X qui vaudra du coup 1 et le Y qui vaudra du coup 0, 1, 2, 3. D'accord? Du coup, on va faire commencer notre I à Y. Tant que I est plus petit que Y beg, Y plus ML, additionne. Pareil pour J, X. Alors ça fait pas partie de l'algorithme évidemment, mais c'est pour pouvoir placer les configurations plus facilement. Hop, J++. Et enfin, on dit que M plus I fois MC. Non, c'est pas. C'est vrai que je faisais une petite erreur, c'est S ici. Hop. Vu qu'on va parcourir la taille de l'autre matrice, évidemment. On va parcourir les 9 cases ici et les stocker dans M à la bonne position à partir de X et Y. Ok. Alors, plus J est égal à quoi? À S plus I moins Y. Attention, il faut bien prendre en compte les mesures. On n'est pas dans la même matrice, il faut prendre les bonnes échelles. Plus J moins X. Hop, voilà. Et puis refaites le schéma pour ici. Et vous verrez ça bien tranquillement. C'est pas censé être de l'algorithme, du coup, l'algorithme sur lequel on veut se pencher aujourd'hui, du coup, je vais pas m'attarder là-dessus. Enfin, je pense que c'est quand même assez compréhensible. Ok. Alors, je crois que j'ai fait une erreur ici. Voilà. Et ben voilà. On va voir si ça fonctionne. On va set la matrice. Voilà. Je mets les dimensions. Ici c'est du 3,3. Et
le x et y, disons qu'on va mettre ça à 20, un x qui vaut 20 et un y qui vaut 30. Non, même, on va mettre 5. Hop, voilà. Alors, logiquement, elle devrait être set correctement compris. Absolument rien. Ok. Alors on a dû faire une petite erreur quelque part. Alors LMS 3. Ouais, parce que c'est bis que j'ai mis et c'est même pas S. Voilà. Si on se trompe de matrice, ça va pas trop le faire. Alors ici, il y a encore un truc qui va pas. Ok. Alors, je vérifie. Je vais regarder à côté si je n'ai pas modifié un truc qu'il ne fallait pas. Donc là, c'est bien celle. Ouais, non, ça a l'air correct pour cette fonction. Non, là, c'est bon. On a dû faire un truc autre part. C'est bien X et Y. Ouais. Non, on avait l'air de 7 au bon endroit. À mon avis, il y a un problème. Non. Quelque part par ici. Alors, on a toujours une phase de débugage. Hein. Ça, c'est tout à fait normal, évidemment. Yop, update cell. Ouais. IJMLMC. Ça m'a l'air correct aussi. Bon, regardez, parfois, parce que j'ai souvent l'erreur de mettre un I ici à la place du J. Ok, donc là, ça m'a l'air correct aussi. Voilà, ça doit être un truc bien con. Alors au-dessus, je me suis pas trompé dans la configuration ici. Ah bah si, c'est exactement la même erreur que j'ai fait ce matin en plus, enfin hier, quand je le fais sur le C++. C'est pas IEJ, c'est les positions. Ici, vu qu'on traite. Là, cellule de base. Ok. Logiquement, voilà, là ça marche. On voit notre cellule qui évolue dans le temps. Elle prend bien la même configuration qu'on a vu tout à l'heure sur la simulation graphique. Ok. Alors, avant de passer à l'algorithme suivant, je vais vous montrer une configuration qui est juste excellente. Il faut que je la retrouve. Alors, elle est... Ah, là, voilà. Un petit canon. Hop. Voilà. Cette configuration-là. J'essaierai de la mettre dans la description si je n'oublie pas. Sinon, rappelez-le moi dans les commentaires que je la mette. Et je la mettrai volontiers. J'en mettrai peut-être même plus encore, parce qu'il y a des dizaines de configurations différentes. Okay, cette configuration-là, ouais, j'ai mis en surbrillance pour que vous voyez un peu mieux. Pop. On va la set. Où est-ce que je vais bien pouvoir la mettre? Le X 20, 10, je sais pas si c'est assez. On va voir. Hop. C'est un canon à planeur. Non. Qui fait. C'est pas affiché quoi? Je me dois avoir trompé. Ah bah oui, j'ai oublié de modifier. C'était quoi d'abord? C'était le ML, c'était 9. Et le MC, c'était 36. Voilà. Sinon, là, il prenait une matrice 3 par 3. Il y avait... Ah ouais. Donc là, on a un petit canon, en fait. Un canon à planeur. On appelle des planeurs. Ce sont des cellules, enfin un amas de cellules qui se déplacent en continu. Toujours avec la même configuration. Qui a une période, en fait. Et ça vole à l'infini. Jusqu'à ce qu'elle touche les limites. Et là, on a un petit canon qui les construit. Ok. Et avec beaucoup plus de cases, on peut faire des trucs gigantesques. Ok. Alors, ça, c'était le premier algorithme, tout con, tout bête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le void update v2. Un peu plus optimisé. Parce que le problème avec le premier algorithme, c'est qu'on parcourt toutes les cases et on regarde l'état de chacune des cases. Alors que il y a plein de cases comme celle-là, enfin toutes les cases, ouais, celle-là, toutes les cases vides là, qui n'ont aucun voisin noir.
aucun voisin, aucun voisin vivant, pardon, que ça sert à rien de les calculer, elles sont de toute façon mortes. Il n'y a que les cellules blanches qui ont des voisins noirs qui peuvent vivre. Ça fait très bizarre comme analogie, ceci, mais bon. Du coup, l'autre algorithme que j'ai imaginé, je suppose que je ne suis pas le seul à avoir imaginé, je suppose qu'il y en a des meilleurs, évidemment, d'algorithmes. Je ne suis pas non plus expert dans le domaine. Eh bien, l'algorithme qu'on va mettre en place ici, c'est on va pas s'occuper des cellules blanches. On va arriver comme ça, on s'en fout des cellules blanches. Donc on regarde, hein, si elle est blanche, eh ben tu regardes pas ses voisins. Tu parcours, et à un moment donné, tu arrives ici. Ok, la cellule est noire, on va regarder ses voisins. Donc on a le nouvel état de la cellule, comme on a fait auparavant, et en plus, on va dire, ok, eh bien, vu que celle-ci est noire, eh bien, tu vas regarder l'état de ses voisines, de chacune de ses voisines blanches. Parce que c'est les seules qui ont plus de probabilité de survie, alors que celles-ci, ouais, elles n'ont aucune probabilité de survie. Il n'y a que celles qui ont des voisines noires qui peuvent survivre. Ok. Du coup, à chaque cellule noire, on va calculer son état, comme on l'a fait, mais en plus, on va regarder ses voisines blanches, et seulement ses voisines blanches. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va passer sur la noire après. Du coup, ça ne sert à rien de la faire avant. Et le seul bémol ici, c'est que, certes, on va calculer ces voisines-là, dont ces deux-là. Ensuite, à celle-ci, on va calculer celle-là une fois de plus, et celle-ci. Mais bon, au moins, on gagnera beaucoup de temps. Parce qu'on ne va pas s'amuser à calculer ceci. On va calculer que les cellules blanches qui peuvent potentiellement survivre. C'est-à-dire celles qui ont un voisin noir. Ok. Et ben, ce qu'on va faire en plus, c'est rajouter deux boucles pour parcourir les blanches. Ok. Ouais. Ça, je vais laisser. Alors, je vais mettre les notes à côté parce que là, il va y avoir beaucoup de boucles. On va rajouter deux compteurs en plus. Alors, on va laisser les boucles telles quelles, sauf que, eh bien, on va faire plus ou moins comme ici en fait. On va parcourir les voisins. Et en même temps, calculer l'état des voisins. Ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, on va utiliser notre compteur qu'on va appeler K. Alors, à l'image d'ici, hein, c'est pareil. On va prendre la cellule courante. On va parcourir. On va aller à la ligne d'avant. On va regarder si la cellule ici est bien blanche ou pas. Enfin, oui, blanche. Ouais. Je suis encore dans mon truc avec le C++ où elles sont noires. On va aller jusqu'à ce que I soit plus grand ou égal à 1. K soit plus petit ou égal à I plus 1. Je suis n'importe quoi. C'est exactement le même algorithme que là. C'est juste que les variables vont changer. Hop. On vérifie, évidemment, si K si K est plus grand ou égal à 0 et que K est plus petit que ML. Hop, voilà. Ensuite, on prend notre compteur pour avoir les colonnes. On va appeler L, J-1. Donc L est plus petit ou égal à J plus 1, L plus plus. Attention à ça. On vérifie si L est dans les bornes. Et L est plus petit que MC. Voilà. Ensuite, on va regarder si K est différent de I ou que L est différent de J. Voilà. Et là, on vérifie. Sauf qu'ici, on ne vérifie pas si la cellule est noire. Parce que si elle est noire, ben, de toute façon, on arrivera à la traiter ici, à la cellule, à la boucle suivante ou une note d'après. Ici, on va regarder si elle est blanche. Pour voir si elle peut survivre ou non. Vu que les blanches ne passeront jamais ici. Alors oui, j'ai encore oublié une condition, mais ça, je vais la mettre juste après. Hop. Alors je vais pas mettre le note pour que ce soit plus clair. Donc là, je prends pas les J, hein, je prends vraiment le K et le L, qui sont les indices des voisins. Égal à dead, si elle est morte.
qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule son nouvel état et on le met dans 10. Et surtout, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas pardon, dans les compteurs. Hein. Moi, ça m'arrive très souvent. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hop. C4 et L. MLMC. La taille ne change jamais, hein, c'est constant. Et évidemment, ici, j'ai dit quoi? Qu'on traitait seulement les cellules qui sont noires. Du coup, on va décaler tout ça. On va l'entourer avec une nouvelle condition. Hop, là. Si M plus I fois MC plus J est vivante. Voilà. Et on n'oublie pas. C'est vrai que j'avais déjà mis. Voilà. Merde. Ah. Voilà. On n'oublie pas ceci. Et là, on a le nouvel algorithme qui est un peu plus complexe que l'autre, mais logiquement, il devrait fonctionner si je n'ai pas fait d'erreur. Ok. On va tester notre update V2. Alors, on verra pas évidemment beaucoup de différence ici. Hein. Parce que le taux de rafraîchissement de l'écran est plus lent que l'algorithme. Du coup, on va pas voir beaucoup de différence. Hop, voilà, ça fonctionne bien. Notre V2 fonctionne à merveille. Petite cellule qui se balade tranquillement. Hop, voilà, voilà. Alors, j'ai fait une petite étude de la complexité de ces deux algorithmes-là. Je fais des petits graphiques, je me suis un peu fait un petit kiff. Hop, alors, l'algorithme de base ici. Alors, je fais un petit graphique. Ici, c'est le temps d'exécution en secondes et le nombre de tours effectués. Alors, et chacun des points, c'est une mesure à chaque fois. Je crois qu'il y en a 30 si je ne m'abuse. Donc là, c'est le temps d'exécution de l'algorithme de base. On voit, imaginons ici, pour 50 tours, il y a un peu moins de 2 secondes qui se sont écoulées. Ce qui est quand même assez énorme. Et pour 300 tours effectués, il les a fait en un peu moins de 10 secondes. Ça, c'était le premier algorithme qu'on a fait lorsqu'on parcourait toutes les cases du tableau et qu'on regardait l'état de chacune des cases, même des cases inutiles, les cases totalement vides de voisines blanches. Ok. Maintenant, on va voir. Non, ça, c'est pas le même. Le temps d'exécution de l'algorithme optimisé, toujours en secondes ici, j'ai oublié de mettre les unités. Et là, on voit que, imaginons, pour 300 tours, il a mis un peu plus qu'une seconde et demie. Du coup, il est quand même vachement plus costaud. Je crois qu'il divise le temps d'exécution par 6, un truc comme ça. Voilà. Alors ici, on a un autre bazar. On peut voir les écarts. Bon, pour l'algorithme de base, donc là c'est toujours en secondes ici. Pour l'algorithme de base, on voit que les valeurs, pour un maximum de 300 tours, on voit que les valeurs, eh bien, elles oscillent entre 0 et 10. Ce qui est énorme à 10 secondes pour faire 300 tours. Et on voit que l'algorithme optimisé, jusqu'à 300 tours, le maximum qu'il a eu, c'est un peu moins de 2. Ok, on voit, je me suis fait un petit kiff avec les graphiques. Je pense que c'est toujours un peu pratique de voir, un peu intéressant de voir un petit peu ceci. Ok, alors je pense qu'on a presque fini. Alors je vais vous montrer des configurations peut-être un peu plus jolies. Enfin, un peu plus jolies, non, il n'est pas plus joli que le truc que je vous ai montré. Il y a ceci, voilà. Hop. Voilà, alors ici par contre on va le mettre un peu plus loin, le X on va le foutre à 130. Voilà. Et toi on va le mettre à 30. Si je ne m'abuse, ceci c'était un petit vaisseau. Elle est pourrie cette config en fait. Oups. Il semblait que... Ah oui, non, c'est normal. J'ai encore oublié de faire ça. Alors, c'était du 9-18. Non, c'était pas ici qu'on modifie. Voilà. J'oublie tout le temps de mettre la taille de la configuration. Et du coup, ça fait du bazar. Hop. Et voilà, ça fait un petit vaisseau. Un planeur un peu plus gros avec une configuration un peu plus complexe. Voilà. Alors maintenant, je vous montrerai d'autres petits bazars, mais on va plus aller dans le terminal parce que c'est assez moche. Bon, moi, on peut faire ceci.
Hop, ça, on dégage. Au moins, on peut faire l'algorithme sans problème au terminal. Ok. Alors, mode random, ça c'est le code du C++. Hop, il y a plein de bazar et on va un peu observer ce qui se passe. Ouais, c'est vachement rapide quand même. On va peut-être diminuer le temps d'exécution. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ok. On voit qu'il y a il y a plusieurs types de cellules, hein. Il y a des cellules qui ont une configuration stable, sont totalement stables, elles ne bougeront jamais. Vous pouvez faire la configuration manuellement et vous verrez qu'elles ne bougeront jamais. Et il y en a qui sont stables mais pas trop, qui ont une stabilité périodique, disons. Ils ont toujours la même configuration. Mais par exemple ici, il y a une période de 2. Elle a deux configurations. Elle y reviendra tout le temps. Et puis il y a des configurations comme ceci. Là, on l'avait vu, hein, elle a évolué jusqu'à arriver à une stabilité. Donc voilà, il y en a plein. Hein. Il y a des petits bateaux, comme là encore des petits bateaux. Il y a des planeurs, il n'y en a plus ici parce qu'on a un stade assez avancé. Je vais stopper. Un planeur par exemple, c'est ceci, cette configuration-là. Hop, hop, on voit que ça plane. Hop, je vais mettre vitesse maximale, voilà. Et vous pouvez trouver, il y a des applications aussi sur mobile pour le jeu de la vie, un peu comme ceci, assez rapide. Youhou, j'adore ce truc. Et vous pouvez avoir des configurations juste exceptionnelles. Des gros vaisseaux, des créateurs de vaisseaux, enfin il y a plein de bazar. Alors, je vais vous montrer aussi d'autres configurations. Ici on n'est plus dans l'algorithme, mais c'est plus pour le kiff. Hop, donc on va revenir dans le code C++. Voilà. Alors là, on définit les valeurs, enfin les règles hein, du jeu. Alors oui, ici, troisième algorithme aussi, d'avoir passé par ici, juste vous l'expliquer, c'est que nous, ce qu'on faisait ici, on utilisait des chars, et à chacune des cases de char, on mettait soit 0, soit 1. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul bit, parce que dans un char, il y a 8 bits, il n'y a qu'un seul bit qui est utilisé. C'est un gros gâchis de mémoire. Et parfois, les matrices sont assez grosses, ça prend beaucoup de mémoire. Ce que j'ai fait, dans l'algorithme ici, c'est le même algorithme que j'utilise, que le deuxième qu'on a vu, sauf qu'ici, j'utilise... où est-ce que j'ai mis ça? Hop. Alors, j'utilise... En gros, c'est un vecteur, mais on peut le voir comme une matrice, qui va comporter le nombre de cases que l'on veut, sauf que chaque case sera un bit en fait. Comme ça, chaque bit est utilisé. Et il y a 8 fois moins de cases, on va diviser le nombre de cases par 8. Du coup, niveau mémoire, c'est beaucoup mieux. Mais pour accéder aux bits, évidemment, j'utilise, ça on avait vu dans la vidéo sur les bits, les opérateurs de décalage et de logique. Alors on perd un peu de puissance de calcul, le temps d'exécution est un peu plus long vu qu'il y a plus de calculs à faire pour accéder aux bits correspondants, mais la mémoire est divisée par 8, et ça c'est vachement bien. Et lors du recopiage de la matrice bis dans la matrice M, on peut optimiser en insérant 8 octets par 8 octets, et ça va 8 fois plus vite. Du coup, ça compense un petit peu. Enfin bref, donc voilà, là, c'est la façon que j'ai fait pour... faites pas attention à ça, évidemment, c'est pour l'affichage. C'est la façon que j'ai pris en C++ pour que ce soit plus optimisé, en utilisant chacun des bits, sans avoir les 7 bits de chaque octet qui sont inutilisables, comme on l'a fait juste avant. Enfin bref. Maintenant, ce que je voulais vous montrer de très bien, c'est qu'on peut changer les règles. Et c'est ça qui est génial avec le jeu de la vie, c'est que les règles sont très faciles à changer. Il y a une règle qui est géniale. On va dire, si la cellule est vivante de base et qu'elle a en dessous de 4 voisins, tu la fais vivre. Et là, c'est très intéressant. Hop, on va refaire un mode random. Et c'est parti, regardez ça. Ah, j'ai oublié de compiler. Ça, c'est cool. Alors, il y a une ligne commande pour compiler, je crois en C++, c'est ça. Voilà, faites pas attention à ça évidemment. Là c'est juste pour la beauté du game. Je vais agrandir ceci, me mettre dans le répertoire. Pop, excusez-moi pour la perte de temps. Pop perso.
Game of Life, voilà. Alors, ici c'est plus GCC, c'est G++. On fera peut-être une petite formation C++ à un moment donné. Ouais, j'ai oublié de mettre les points C. Dis-moi comme ça marche. CPP. Voilà, c'est bon. Ok. Hop. Voilà. Random. Et on y va. Et là, on a changé une toute petite règle. Et la configuration va être totalement différente. Hop, on va le faire aller un peu plus vite. Non, ça va aller au maximum. La configuration est totalement différente. Je rappelle, les cellules blanches ici, c'est les vivantes. Et là, ça va former une sorte d'ordinateur, un petit peu. Enfin, comme des circuits un peu imprimés. Voilà. Et là, on attendra encore on attend quelques minutes. Et là, ce sera un truc totalement linéaire qui va se passer. Et on peut s'amuser. Désolé pour l'ordi qui chauffe, mais il n'aime pas trop ces programmes-là. Où est-ce que j'ai mis le code? Il est là. C'est pas lui. Voilà. Ça, c'est juste en changeant une toute petite variable. Hop, ici, on va prendre un autre truc. Là, par contre, je connais pas. On va y aller vraiment pour le kiff. Compilation. Hop, random. Et c'est parti. Et là, c'est un truc nettement plus rapide, disons. On va pouvoir même recommencer en mode plus lent. Voilà. Hop là, il y a tout qui disparaît d'un coup. J'avais vu un bazar. Je ne sais plus quelle configuration était vraiment. On aurait vraiment dit de vraies cellules. Il me semble que j'avais augmenté tous les nombres de 1. Hop, et ça faisait un truc assez étrange. Hop. Je ne sais plus si c'était celui-là ou pas. En tout cas, ici, c'est très, très étrange aussi. Mais non, c'était un bazar où on avait vraiment l'impression que c'était des cellules de partout, de vraies cellules. Et on voyait qu'en changeant ne serait-ce que quelques trucs, eh bien, ça change complètement le bazar. Si NB03. On va voir si on leur met les mêmes règles, ce qui va se passer. Là, on est plus en mode délire, mais bon, c'est toujours très intéressant. Alors oui, ce système, enfin, ce genre de programme, ça s'appelle un automate cellulaire aussi. Voilà. Là, il y aura toujours la même proportion de cellules, étant donné qu'elles ont les mêmes règles. Et c'est très épileptique, du coup, on va stopper ça. Oups, voilà. Alors, ici, on va diminuer l'ordre d'apparition. Alors, ce qu'il se passe. Là, c'est toujours des petites configurations différentes. C'est très, très étrange. On va diminuer le temps par contre. Ce qui se passe, voilà. On a de nouvelles cellules périodiques qui n'existeraient jamais dans la configuration de départ. Hop. On va encore faire quelques-unes et puis on s'arrêtera. On verra aussi d'autres automates cellulaires comme le triangle de Sierpinski ou la fourmi de Lambton. C'est pas les plus intéressants, mais ils sont assez chouettes à faire. Ouais, donc ici on commence à être un peu limité. Donc on a vu NB plus petit que 4 faisait quelque chose, et si NB plus grand ou égal à 4, est-ce que vous avez quelque chose de très joli? C'est très spectaculaire comme programme, moi j'aime beaucoup. Ah voilà, c'est un truc du genre que j'avais vu. Ah là on peut imaginer une sorte de virus qui se propage un petit peu partout. Ah ça c'est le genre de config que j'aime bien. Ça je kiffe. Ça c'est cool. Et là ça continue à se propager. Hop. Ah oui, l'ordi il aime pas. Oh là là. J'espère que ça s'entend pas trop. Ce qu'on va faire c'est augmenter le nombre de cases. Avec ce genre de configuration là, ça peut être très spectaculaire. Hop, randomisation, là ça va être un peu plus lent. Hop, voilà. Ouais, ici ça va être beaucoup plus lent. Oui, oui, oui. Ça rame. Là c'est la grue qui rame, hein. C'est pas le truc d'affichage. Là on peut vite fait voir. Hop, on va mettre peut-être 3. L'ordi il est en train de mourir. Il temps que la vidéo s'arrête.
Voilà, là c'est un peu mieux. Et là on voit les petites cellules, c'est génial, c'est juste génial. Alors là on enlève le égal, ça va faire un truc plus ou moins similaire normalement. Ah non, ça s'efface. Ça s'efface totalement. C'est juste excellent. Ok. Là du coup ça fera pareil, hein, je suppose. Ouais. Ah, il y a des configurations comme ça où c'est obligé que, que tout disparaisse. Ok, sympa. Plus grand égal à 3 peut-être. Il me semblait qu'il y avait une configuration comme ça qui était assez élégante. Non, c'était pas celle-là. Je l'ai oublié. Enfin bref, tant pis. Celle-là, elle n'est pas très intéressante. On va revenir config de base ici et c'est là qu'on va s'amuser. Et puis ensuite, on arrêtera la vidéo. Hop. Alors, c'est moins des cellules. Hein. C'est plus du psychédélique qu'autre chose. On fait un dernier. Et puis, on s'arrêtera là. Hop. Hippo. Ouh, ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Bon, un de mes préférés, c'est celui avec le NB plus petit que 4. D'ailleurs, on va le coupler avec le truc qu'on vient de voir maintenant. Hop, et promis, c'est la dernière. Alors oui, j'ai mis ce code là que vous voyez ici. Pas la dernière version, mais je la mettrai tout à l'heure. Sur GitHub. Je mets mon GitHub en description. Donc, et si vous voulez le prendre, il est à vous. Mais il faut que vous ayez la librairie SFML, sinon ça ne marchera pas. Oh mon dieu, regardez pas ça si vous êtes épileptique. Oh là là là. C'est vachement bizarre. Allez, allez, tout dernier pour la route. Puis après, on se dit au revoir. J'adore ce truc. Je pourrais passer mes journées. Ah oui, ça c'est... Enfin bref, rien de mieux que cette configuration-là quand même. C'est pas pour rien que le mathématicien Conway a pris celle-ci, il a pris celle qui se rapprochait le mieux d'une évolution d'organisme, entre guillemets. Puis ça se passe pas exactement comme ça, mais bon, ça c'est plus pour le plaisir des beaux yeux. Enfin bref, voilu, l'ordi il en a marre, du coup on va s'arrêter là. Youp, voilà. Se quitter sur ce bel algorithme ici. Voilà. Ok. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être. Sûrement un tuto en C. Ou alors un autre automate cellulaire. Peut-être le triangle de Sierpinski. Ça m'étonnerait. On verra. Allez, à la prochaine. Tchuss.